Personnes âgées, bien vieillir avec ou malgré des robots aidants. Tel est le thème donc de cette conférence. Avec plus d'un tiers de sa population qui a plus de 60 ans, Nice a effectué sa transition démographique 10 ans avant le reste de la France. La transition démographique est un sujet qui questionne bien au-delà de Nice, bien au-delà de la France, l'ensemble des pays, et elle pose de nombreuses interrogations, et parmi celles-ci, disposerons-nous toujours d'un nombre suffisant de soignants ou faudra-t-il faire appel à des robots aidants? Avec quelles conséquences? Autant de questions que nous allons poser à deux experts. J'ai le très grand plaisir donc d'accueillir Yann Bubien, qui est le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sous vos applaudissements. Yann, vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Santé mentale et psychiatrie, LEH édition. Alors, il n'est pas arrivé jusqu'à nous, puisque vous en dédicacerez plusieurs après cette conférence. Mais voilà, santé mentale et psychiatrie, retenez-le, c'est un sujet dont nous avons pu mesurer toute l'importance au cours de la table ronde précédente. Et également Olivier Guérin, le professeur Olivier Guérin, que nous applaudissons, vice-chef du pôle réhabilitation, autonomie, vieillissement, chef de service de gériatrie aiguë et thérapeutique au CHU de Nice. Pour animer les échanges, Béatrice Parino, rédactrice en chef adjointe au Point. Béatrice, c'est à vous. On applaudit aussi Béatrice, bien évidemment. Bonsoir, merci Hélène, merci à tous d'être présents et merci à vous deux d'intervenir sur ce beau sujet. Avant de rentrer dans le sujet, peut-être commençons par un état des lieux, puisque notre table ronde concerne le bien vieillir. Qu'en est-il en fait de la situation démographique du département? On entend souvent qu'ici il y a beaucoup de personnes âgées, que ça serait une particularité locale. Qu'en disent en fait les chiffres, Yann? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici à Nice pour ce Neuroplanète. Alors, quelques chiffres, oui, en préambule sur le vieillissement de la population et le virage démographique que nous connaissons depuis quelques années, qui ne concerne pas que la France, mais si on se concentre sur la France d'abord, puis la Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis les Alpes-Maritimes. En France, en 1970, les plus de 65 ans étaient 13%. En 2024, ils sont 21%. Et en 2070, ils sont 30%. Donc, vous voyez une augmentation en 10 ans, de 30 ans en 30 ans, entre 1970 et 2070, en 100 ans, on passera de 13% à 30% de plus de 65 ans. Ça, c'est pour la France. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France, est la région qui, elle, est la plus vieillissante également, puisque nous avons une proportion encore plus importante de personnes de plus de 60 ans et de plus de 65 ans. Et si on prend les Alpes-Maritimes, eh bien, c'est le département, là aussi, où on a le plus de personnes âgées, puisqu'on a une personne sur trois aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes qui a plus de 60 ans. Donc 29,8% exactement qui a plus de 60 ans. Et on arrivera bientôt, d'ici 2050, on va doubler le chiffre des personnes de plus de 60 ans et de plus de 65 ans dans notre département. Donc un virage démographique qui est extrêmement important, un nombre de personnes âgées qui a cru considérablement, mais des personnes qui vont mieux aussi, qui vivent plus longtemps. Aujourd'hui, l'espérance de vie, en 2024, 80 ans pour les hommes, 86 ans pour les femmes. Ça s'est considérablement accru en quelques années. Et la durée de vie en bonne santé également s'est accrue. Alors évidemment, ça a des conséquences, et on en parlera, je pense que lors de cette table ronde, sur évidemment l'organisation des soins, l'organisation médico-sociale, l'organisation à domicile et l'ensemble des secteurs de la santé, du médico-social qui doivent s'adapter à cette évolution démographique très importante. Olivier, malgré tout, même si les Alpes-Maritimes sont dans une situation démographique spécifique, c'est tout de même cette transition démographique, ce qui attend la France dans sa globalité et peut-être aussi le reste du monde, en particulier les pays riches.
En fait, on est en train de vivre, mais pour ceux que j'ai eu le plaisir de voir ici ou ailleurs, à Nice, j'en ai souvent parlé, on est en train de vivre un moment assez incroyable dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on appelle la transition démographique. Alors là, on va discuter, et Yann vous a montré l'aspect national, régional et départemental, qui fait que d'ailleurs, on a une forme d'exemplarité à avoir, puisque finalement, nous sommes en avance d'à peu près une dizaine d'années sur la démographie de notre pays. Mais ce sujet du vieillissement de l'humanité, il est partagé. C'est un sujet planétaire. Et la transition démographique, attention, c'est à la fois le vieillissement de ceux qui sont déjà là et le fait aussi qu'il y a moins d'humains qui arrivent. C'est vraiment ça, le sujet de la transition démographique. C'est beaucoup de personnes plus âgées et moins d'enfants et de jeunes adultes. C'est ça la préoccupation, on va dire. Ça rentre maintenant dans le débat public, assez tardivement d'ailleurs, parce que c'était des choses qui étaient prévisibles depuis des décennies. Et je trouve que ces temps-ci, ça occupe un peu plus d'espace dans le débat public. Et ça me paraît très important, parce qu'on a des solutions pour arriver à résoudre une partie des problématiques qui peuvent être soulevées. Après, le bon gériatre que je suis vous dira que ça n'est pas un problème de devenir vieux. L'alternative est quand même assez triste, de toute façon. Puisque, à part, c'est soit vieillir, soit mourir. Il n'y a pas d'alternative autre que ces deux-là. Donc l'idéal, c'est de vieillir bien et de vieillir en bonne santé. Et pour ça, on a des tas d'idées qu'on développera après. Juste une minute sur ce qu'est la transition démographique, parce que vous allez voir tout de suite pourquoi ça impacte évidemment la trajectoire en santé de chacun d'entre nous quand on prend de l'âge, mais aussi la vision de la société telle qu'on se la fait, mais aussi notre capacité à continuer notre vie économique. La Corée du Sud, pour des tas de raisons, ça serait un peu long, je vais me perdre dans l'explication, est un exemple assez frappant de ce qu'est une transition démographique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu beaucoup de naissances après leur guerre de Corée, à ramasser sur des années assez restreintes finalement, mais avec une augmentation de la natalité incroyable, une baisse vertigineuse de ce qu'on appelle la mortalité infantile, donc des enfants qui restaient vivants, et là maintenant, une natalité complètement effondrée. Vous savez que les Coréens ont une natalité inférieure à 0,7 enfants par femme, et qui plus est, une fuite des jeunes du pays pour des raisons sociétales, de monde du travail, qui partent plutôt vers l'Amérique du Nord. Résultat, la Corée du Sud, c'est la moitié de sa population qui aura plus de 65 ans dans un tout petit peu moins de 20 ans, un tout petit peu moins de 20 ans. La moitié de sa population aura plus de 65 ans. Et dans 40 ans, ce pays qui compte actuellement 51 millions d'habitants, on comptera entre 35 et 38 millions. Donc ils auront perdu un tiers de leur population. Et quand on se dit ça, on voit que le sujet, moi qui suis gériatre, il faut prendre soin de nos aînés, il faut les accompagner en bonne santé. Quand la perte d'autonomie arrive, il faut la compenser, les aider, parce qu'il n'y a aucune raison. Ils disent, t'es gentil, mais enfin, si on a déjà plus de jeunes et que les seuls jeunes qui nous restent, il faut qu'ils soient là pour s'occuper des vieux, ça va quand même poser des difficultés. Et donc, vous comprenez bien, pour faire tourner le pays à côté et l'appareil économique. Donc, vous voyez que les sujets qu'on va évoquer derrière, ce sont à la fois les sujets de rester le plus longtemps possible en bonne santé, et ça, à titre individuel, on y est tous très attachés. Donc, c'est vraiment de construire des parcours de prévention pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on a besoin de Yann, on a besoin des structures qui régulent et l'offre de soins et son accessibilité territoriale. Et puis, le sujet des ressources humaines en santé, et que s'il n'y en a pas assez, comment on peut les compenser en utilisant intelligemment la digitalisation, donc l'intelligence artificielle et sa composante qui bouge, la robotique, pour essayer de faire mieux et de garder encore une capacité de réponse en santé à nos concitoyens, ce qui n'est pas une certitude absolue dans les années qui viennent. Mais concrètement, comment le vieillissement impacte l'organisation, l'offre de soins ?
Ça l'impacte directement et de plus en plus. Quand on a 20% de la population qui consomme 80% des soins, quand on a l'augmentation des maladies chroniques que l'on connaît actuellement, quand on a le sujet de la dépendance, quand on a le sujet de l'adaptation de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale aux demandes des citoyens, mais également des résidents quand ils sont en EHPAD, des patients quand ils vont en ville ou à l'hôpital, et puis des aidants, parce qu'il ne faut pas les oublier, les aidants. Aujourd'hui, c'est un mot qui est apparu il y a moins d'une dizaine d'années, qui se développe depuis 5 ans environ. On voit que c'est un sujet qui devient extrêmement prégnant et c'est une conséquence directe de ce vieillissement de la population. Tu disais, Olivier, tout à l'heure, la baisse de la natalité. Un chiffre simplement, en 2023, on a eu 678 000 naissances en France. C'est 20% de moins qu'en 2010. Donc en 13 ans, on a eu 20% de baisse de la natalité. Qui dit baisse de la natalité dit conséquences sur les retraites, sur le suivi évidemment des personnes âgées et sur l'adaptation de l'offre de soins sur nos territoires. Aujourd'hui, on parle de maladies chroniques, on parle de parcours de soins, on a multiplié les structures, évidemment l'hospitalisation à domicile, évidemment les soins infirmiers à domicile, des infirmiers qui viennent le matin et le soir chez les personnes qui en ont le plus besoin. C'est toute une organisation sociale qu'il faut revoir également. Parce que qui dit vieillissement de la population dit aussi adaptation à ses besoins. On en reparlera tout à l'heure, mais on ne peut pas se satisfaire non plus des EHPAD tels que nous les avons aujourd'hui et qu'on a connus pendant longtemps, qui étaient souvent des lieux de vie où on pouvait encore jouer au bridge, jouer à la pétanque, etc., où on avait des vrais lieux de vie. Aujourd'hui, on arrive en EHPAD généralement dans les derniers mois de sa vie, à un moment où on a besoin de soins hyper médicalisés, et qui est de moins en moins un lieu de vie, mais un lieu de soins. Et donc il va falloir réorganiser à la fois son domicile, mais également les services à domicile. C'est un des enjeux majeurs. J'ai parlé des aidants tout à l'heure, c'est un sujet pour moi extrêmement important sur lequel il faut vraiment travailler, parce qu'on a des aidants parfois qui sont très âgés, de plus en plus âgés, et qui parfois suivent soit leur compagnon, leur compagne ou leurs parents, et qui peuvent être très âgés et avoir eux-mêmes des maladies chroniques. Et puis on voit apparaître des aidants de plus en plus jeunes, des aidants qui parfois ne sont pas majeurs et qui ont sur leur poids, sur leurs épaules, un poids qui est considérable. C'est un sujet là aussi qu'il faut prendre à la hauteur des enjeux pour notre société. Dans l'équation également, il y a la disponibilité de la main-d'œuvre. Vous l'avez dit, il y a de plus en plus de personnes âgées, mais il y a de moins en moins de naissances. Comment on compense le fait que dans quelques années, on en a conscience, pas forcément dans ce département, mais c'est déjà très prégnant dans d'autres départements français. Il y a moins en moins de médecins, il y a moins en moins d'infirmiers. Comment on peut anticiper aussi cette tendance-là dans la nouvelle équation démographique ? Alors c'est un fait, je pense que parmi vous ici, il y en a plein qui le vivent au quotidien, la difficulté d'avoir un médecin traitant, de trouver l'infirmier libéral qui peut pouvoir venir pour soi-même, pour ses parents éventuellement. Enfin, c'est une vraie question d'accessibilité aux professionnels de santé. Il faut voir que probablement que nous vivons pour l'instant une situation qui sera meilleure que celle de demain malgré tout. Pour une raison très simple, c'est que malgré les efforts, parce qu'il y a des efforts très importants qui ont été consentis pour la formation des professionnels de santé, tout métier, pour aussi réfléchir à comment attirer même des collègues venant de l'étranger à venir exercer dans notre pays. Donc des gros efforts sont faits, mais rien, en tout cas là les études sont à peu près claires, dans les 15 ans qui viennent, ne permettra de compenser par le nombre l'augmentation du besoin, en grande partie liée au vieillissement de la population. Ce que je vous disais sur la transition démographique, elle concerne les baby-boomers. Et notamment, on consomme vraiment plus de soins, c'est un fait, ça ne veut pas dire que pour un individu donné, c'est le cas, mais en population, notamment après 75 et encore plus après 80 ans. Et si on regarde, les baby-boomers, c'est ceux qui sont nés entre 1947 et 1973. C'est ça le baby-boom, c'est ces 25 ans-là. Et bien, à 80 ans, ça commence à partir de 2027. Donc le nombre va augmenter de manière très forte. Et on sait que le besoin de santé, il est exactement proportionnel. Donc on n'y arrivera pas, puisque même si on augmente le nombre de soignants physiques, de personnes
l'augmentation du besoin va plus vite que l'augmentation du nombre de soignants, quoi qu'on fasse. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Alors, les solutions, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il faut garder une vision très optimiste de l'avenir, malgré tout. C'est que, je vous l'ai dit, mais pour moi, ce n'est pas le principal. Il y a tout ce sujet de la meilleure utilisation des produits, solutions et services du digital en santé, l'intelligence artificielle, la robotique, ça va aider. Mais ça doit aider l'humain. Ça ne peut pas se substituer non plus. Donc, on a quand même besoin de ce socle d'humain. Je crois beaucoup à la puissance publique qu'incarne Yann en tant que directeur général d'ARS, c'est-à-dire la capacité que l'on a à réorganiser notre système de santé, à la fois de mieux structurer ce qu'on appelle le soin primaire, en gros le généraliste si vous voulez. Le généraliste tout seul dans son coin, de nos jours, c'est sous-efficient, ça ne marche pas bien devant la complexité des patients liés en grande partie au vieillissement. Donc il faut trouver d'autres moyens avec des structures de soins primaires. Donc autour du généraliste, il doit y avoir les autres métiers, on doit mieux répartir les tâches, le médecin ne doit pas tout faire. Je donne juste un exemple, ça a été une grande discussion qu'on avait eue avec le ministère de la Santé. Moi j'étais furieux quand je voyais mes personnes âgées à moi qui avaient beaucoup de maladies chroniques, qui nécessitaient du temps médical et de l'intelligence médicale et de la compétence médicale, qui ne trouvaient pas le médecin traitant, généraliste, mais aussi à côté de ça, d'étudiantes de 20 ans qui trouvaient assez facilement un généraliste pour une cystite et se faire prescrire de la phosphomycine monodose, donc un antibiotique. Mais franchement, c'est pas la compétence, ça relève pas de la compétence médicale. Pourquoi utiliser du temps médical pour une situation aussi simple, alors qu'à côté de ça, les situations complexes n'étaient pas prises? Il y a deux réponses à ça. Il faut trouver des leviers, par exemple les infirmiers de pratique avancée, qui géreront ces cas simples, parce qu'il n'y a pas besoin d'un médecin pour ça. Et deuxième élément, c'est que les médecins se concentrent bien donc sur les cas les plus complexes, ce qui nécessite, de mon point de vue, mais je ne suis pas ministre de la Santé, une réforme de la tarification des médecins, l'abandon pour ces patients compliqués de ce qu'on appelle le paiement à l'acte, à la consultation, mais pour quelque chose de beaucoup plus construit autour qui rémunère la complexité de la tâche et donc la complexité du patient. Donc vous voyez que c'est toute une réforme du modèle, finalement, qui est inadaptée à l'évolution du besoin, c'est-à-dire le vieillissement de la population et la chronicisation des maladies. On a tout un système de santé qui s'est construit sur la réponse curative one shot, une fois, en gros. Si vous avez une maladie infectieuse, vous voyez un médecin, il vous prescrit un antibiotique, vous allez mieux. Vous avez un problème, vous voyez un cardio, il vous met un stent, ça va mieux. On a oublié que derrière le stent, et donc pour un infarctus du myocarde, il y a l'insuffisance cardiaque. Le stent vous a sauvé, ça c'est merveilleux, ce qui nous a permis de gagner 30 ans d'espérance de vie. Mais derrière, il y a des séquelles d'insuffisance cardiaque, et donc grâce au stent, vous allez vivre 30 ans, mais avec un cœur un peu fatigué. Et cette gestion-là, de cette maladie-là, c'est pas juste avec de temps en temps une consultation par-ci, par-là, avec un paiement à l'acte. Non, c'est avec une vision construite de la poursuite du soin, un soin un peu continu et avec une gradation dans les compétences. Ça, c'est mon point de vue, mais c'est un vrai programme, on va dire, de politique de santé qui est déjà un peu dans... On le fait, Yann, en fait. On le fait déjà. Et tu as été parmi ceux qui ont beaucoup poussé quand tu étais au ministère. Mais on le fait doucement. De mon point de vue, on le fait trop doucement face à, on va dire, l'urgence et l'augmentation du besoin. Dans ce nouveau modèle qui est à construire, qui tient compte de la transition démographique, quelle place on devrait faire, il faut faire aux robots, à l'innovation, à ces... On voit souvent à la télévision des reportages du Japon qui nous semblent un peu exotiques, avec ces robots qui aident des personnes âgées, qui leur parlent, qui les servent. Est-ce que c'est à ça que va ressembler notre modèle de soins dans 20 ans, une fois que les baby-boomers seront des personnes âgées qu'il faudra accompagner? Est-ce que c'est ça, il faut leur faire une place dans les équipes soignantes dès à présent? Non, mais j'y crois pas beaucoup. D'abord le Japon et la Corée, qui sont les deux pays qui ont le plus développé ces petits robots, qui en fait sont des aides à domicile pour faire...
C'est très intéressant. Néanmoins, en France, on le développe aussi. Et dans notre région, on le développe. On a aujourd'hui un projet qui est le robot Roméo, qui se développe à Nice et à Marseille, sur lesquels il y a un robot d'1,40 m. Et le sujet, c'est bien ça, c'est d'aider à domicile pour faire des tâches quotidiennes et pour être là, y compris d'ailleurs pour apporter de la présence à domicile. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais on voit que le Japon revient un peu en arrière sur ces sujets. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à 10 ans, 20 ans, on n'y est pas encore tout à fait. Je sais qu'il y a une série télévisée où on voit des robots humanoïdes qui sont parfaitement adaptés à la société d'aujourd'hui pour faire toutes les tâches quotidiennes. Mais bon, après, comme dans tous les films et comme dans toutes les séries, ils se retournent contre leurs propres patients et leurs créateurs. Donc moi, je n'ai pas tellement envie qu'on ait ça. Mais ce sont des séries télévisées. Non, moi, ce que je crois surtout, c'est qu'aujourd'hui, on a des dispositifs qui sont possibles. On a l'intelligence artificielle qui peut permettre d'être beaucoup plus rapide et de simplifier nombre de tâches. Olivier le disait à juste titre, aujourd'hui, il y a des choses, le métier médical est rare, c'est pas la peine de le dépenser inutilement sur des choses que l'on peut faire différemment, soit avec de l'intelligence artificielle, soit avec du numérique, soit avec du digital. Je vais prendre un exemple tout simple. Dans les Alpes de Haute-Provence, on est allé développer dans une toute petite ville, un petit village même, dans une pharmacie, la seule pharmacie, il n'y a pas de médecin alentour, un appareil pour un rétinographe, voilà, pour les yeux, où les patients peuvent venir. C'est le pharmacien qui accueille, le rétinographe fait l'analyse, l'intelligence artificielle donne un premier avis. Cet avis est envoyé à distance dans un cabinet d'ophtalmologie qui confirme ou pas l'avis, et à ce moment-là, on se déplace ou pas. Voilà. Et c'est très pratique parce que c'est pour des personnes de plus de 60 ans, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, faire 100 km, faire 2 heures de route pour aller faire cet examen. Et là, on a un examen vraiment très concluant. Donc ça, c'est un premier sujet. On a le sujet de la domotique. Et la domotique, c'est de la robotisation à domicile et qui, là, va se développer, est en train de se développer, qu'il faut développer. Aujourd'hui, on peut rester à domicile très longtemps si son propre appartement, sa maison, est adapté aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Et ça s'anticipe. C'est de la prévention qu'il faut faire quand on est encore valide et qu'on a encore l'envie de le faire. Mais aujourd'hui, ça marche très très bien et tous ceux qui l'utilisent savent très bien le faire, de la domotique, c'est-à-dire pouvoir appeler pour allumer la lumière, pour déclencher quelque chose, adapter la salle de bain, adapter la cuisine, adapter entièrement le domicile. Il y a des living labs qui se font, il y en a un à Digne-les-Bains à côté d'ici, il y a plein de dispositifs comme ça qui sont mis en place. C'est des appartements que l'on crée pour être le plus utile possible et pour pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible dans de bonnes dispositions. Ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui, c'est de rester à domicile quand l'habitation est vieillissante et qu'à tout moment, on risque de se prendre les pieds dans le tapis ou qu'on risque de faire une chute parce que le domicile n'est pas adapté. Aujourd'hui, on sait faire, c'est faisable, ça a un coût évidemment, il faut le prévoir, mais c'est ce qu'on appelle de la prévention. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de conserver son capital santé le plus longtemps possible. On a des dispositifs, il y a la télésanté, il y a le télésoin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire pour des renouvellements d'ordonnances. Il y a aussi l'utilisation de nombre de professionnels qui ne sont pas médecins, mais qui peuvent être un infirmier de pratique avancée, qui peuvent être un infirmier, qui peuvent être un psychologue, et qui peuvent être énormément de nouveaux métiers, enfin, ce n'est pas toujours des nouveaux métiers d'ailleurs, mais voilà. Mais cette domotique, l'intelligence artificielle, le numérique, le digital, oui, c'est utile, ça marche, et c'est applicable dès maintenant si on le souhaite. Les vrais robotisation, ça marche bien pour les robots qui opèrent. Les robots qui opèrent dans les salles d'opération, ça fonctionne très bien. À domicile, c'est pas encore tout à fait ça. La digitalisation, la numérisation, l'intelligence artificielle, elle est utile à la fois aux patients, elle est utile aux aidants, à ses proches, elle est aussi utile aux médecins, à toute la chaîne finalement autour du patient. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi les objets connectés, on en entend beaucoup parler. C'est un peu une réalité lointaine comme les robots fantasmés, non, ça ou là existe. C'est beaucoup plus... Ça fait partie d'ailleurs de la domotique, les objets connectés.
c'est ce qu'on utilise toute la journée et qui marche extrêmement bien. Par le son de la voix, on peut allumer ou éteindre des choses, on peut faire énormément de choses. D'ailleurs, ceux qui ont déjà ça à domicile, je suis sûr qu'il y en a plein ici qui ont déjà ça. Je ne cite pas le nom un prénom féminin qu'on appelle et qui peut déclencher des choses. On sait que ça marche très bien. Il y a aussi tous les dispositifs d'alerte qu'on peut porter autour du cou et en cas de chute ou de malaise, on peut appuyer dessus et faire venir des secours assez rapidement. On voit qu'on a des surveillances aussi à distance qui peuvent être extrêmement efficaces. Bref, on peut avoir des piluliers connectés. On peut avoir énormément de choses. Aujourd'hui, si on veut, on a à disposition tout ce qui est possible en la matière. Et en France, on sait faire. On a beaucoup de dispositifs. Et sur le digital, le numérique, on est vraiment très bon. Mais quels sont les obstacles finalement pour introduire davantage d'innovation, de technologie dans la prise en charge des personnes? Est-ce que c'est l'argent? On en manque quand même, en tout cas on n'en manque pas, mais tout le monde a entendu parler d'un petit sujet en France qui est celui de la dette et de nos difficultés au niveau des finances publiques. Est-ce que c'est l'acceptabilité? Quels sont les freins à lever finalement, peut-être pour accélérer, mieux anticiper la situation à venir? Il y a beaucoup de... Il y a quelques verrous encore, notamment des verrous, par exemple, d'implémentation de l'innovation dans le fonctionnement en tant que tel du système de santé. Alors comme ça a l'air très compliqué ce que je dis, en fait pas du tout. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas le paiement lié à l'usage nouveau pour le professionnel de tel ou tel dispositif. Donc c'est avec pourtant des volontés fortes, hein. Mais on n'arrive pas à l'implémenter où on fait, je trouve, de l'émiettement. C'est vraiment une réforme assez profonde qu'il faut pour que l'innovation digitale puisse prendre toute sa place. Je vous donne juste un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de ma conviction profonde qu'on n'est pas très bon sur la gestion des maladies chroniques en France, avec l'organisation actuelle du système de santé, et que sur le suivi des maladies chroniques, je vous parlais du sujet du paiement à l'acte, et donc derrière comment, ça paraît assez aberrant, on peut suivre un patient chronique complexe par une succession d'actes tarifés. Ok, et qu'il fallait avoir une vision plus holistique, plus complète, et qui permette de rémunérer la complexité. Mais en fait, c'est exactement dans cette rémunération de la complexité que viennent ces objets connectés. Parce que finalement, si on veut avoir une vision un peu constante de la maladie chronique, eh ben c'est avec des dispositifs connectés, soit portés, embarqués, soit dans l'environnement, par exemple chez soi, qui permettent de regarder certains marqueurs qui doivent donner des alertes. Et ces alertes doivent être gérées par le système de santé. Et donc derrière, par des professionnels. Un insuffisant cardiaque, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ne serait-ce qu'aller sur un pèse-personne efficace et connecté qui permet de mesurer une augmentation rapide de poids, on sait que dans ce cas-là, c'est de l'eau et que l'eau va finir dans les poumons pour provoquer ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon, un OAP, c'est la décompensation de l'insuffisance cardiaque, ça. Et bien ça, si on était bon, si on avait à la fois la pesée, si on avait été capable de gérer l'alerte, ça évite quoi? L'œdème aigu du poumon et donc l'arrivée en urgence dans un service d'accueil des urgences. Parce qu'on peut, dans ce cas-là, déployer un peu d'expertise, regarder ce qui se passe, augmenter la dose de diurétique et finalement empêcher que cette décompensation arrive. Mais vous voyez, il nous reste du chemin, à la fois sur la partie de gestion du système de santé et des professionnels, mais aussi que les patients soient d'accord pour faire ça. Évidemment, qu'ils soient OK pour que leur maladie chronique soit suivie un peu en temps réel, sans qu'ils le vivent comme des éléments intrusifs pour eux. Donc ça nécessite qu'ils comprennent bien qu'il y a dans ce pacte avec le médecin et avec le système de santé, on soit bien au clair que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et là, on y arrivera. On y arrivera. Il y a déjà tout sur étagère ou presque. C'est ça qui est assez frustrant. C'est qu'on est déjà capable de faire un nombre de choses incroyables avec la techno sur étagère, c'est-à-dire qui est déjà disponible. Ce n'est pas du développement pour dans des années, comme la robotique de service pour autonomie dont parlait Yann. Là, c'est tout de suite là. Et en fait, il faut une volonté, mais il faut que ça vienne et des citoyens et des patients et derrière de l'organisation du système de santé et de ses professionnels. Il faut un petit peu d'argent aussi. Pardon, j'insiste, mais
Mais ça en rapporte à terme, très probablement. Oui, mais c'est de l'argent public ou est-ce qu'il faut que nous, citoyens, là aussi, on change de manière de penser, de se dire, cette prise en charge-là, ce pèse-personne dont vous avez parlé, c'est moi qui l'achète et c'est pas l'assurance maladie qui le paye pour moi. C'est pas la collectivité. Est-ce que la collectivité peut se permettre encore ce genre de dépenses où il faut que nous... voilà. Aujourd'hui, la question ne se pose pas, elle ne finance pas votre balance connectée. Donc voilà, c'est la personne qui va se l'acheter si elle le souhaite. La montre connectée que vous avez, c'est bien vous qui l'achetez. Et ceux qui ont une montre connectée ici se sont achetés leur montre connectée. Néanmoins, il y a des dispositifs aussi. Par exemple, dans le cardiaque, on a des plateaux de suivi de patients à domicile qui permettent, avec des montres connectées, parfois on leur offre la montre connectée. Mais généralement, les personnes s'achètent. Voilà. C'est forcément en prévention. Et quand on parle de domotique ou d'adaptation à domicile, il y a forcément une dépense personnelle qui a lieu. Oui, ça c'est sûr. Ça, on ne peut pas tout attendre de l'assurance maladie en la matière. Alors, vous avez insisté, Olivier, pour dire que les patients doivent accepter ce suivi-là. Mais vous pensez que dans votre profession, les médecins, ils sont prêts à faire une petite place comme ça à la technologie ? Ah oui. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ça s'impose. Nos métiers sont en train de se transformer très fortement. Quand j'ai mes étudiants en médecine, je leur dis « T'es sûr que tu veux faire radio ou anapath ?» pour reprendre la spécialité d'une collègue, parce que l'intelligence artificielle est extrêmement puissante actuellement pour faire à la place d'eux. Sauf que il y a eu de la réglementation européenne, pas plus tard que l'été dernier, qui oblige à ce qu'on appelle la garantie humaine, c'est-à-dire qu'on vérifie quand même que s'il y a de l'aide par de l'intelligence artificielle, c'est quand même bien un médecin qui valide à la fin. Il y a même des sujets de responsabilité assurantielle et juridique derrière quand même. Et donc, c'est pas à la place d'eux, mais ça aide beaucoup. Donc oui, nous, on est déjà aidés dans nos pratiques, plus ou moins selon les spécialités. Et oui, bien sûr, notre but, c'est que nos patients aillent bien. Donc si on a des dispositifs et que derrière, encore une fois, tout est organisé pour qu'on puisse gérer les données que ces dispositifs vont nous amener de nos patients, ça sera OK. Mais il faut que ça soit construit et que ça soit intégré dans un système de santé qui est organisé pour ça. C'est vraiment là qu'on est à la croisée des chemins. Merci beaucoup. Béatrice, si vous êtes d'accord, je propose que nous passions aux questions. Voilà, oui, nous en avons de ce côté-là. On vous écoute, Merci. Monsieur. Merci bien. Je voulais porter un témoignage qui très court avec une question, s'il vous plaît. Supporte ce que vous venez de dire. J'ai une montre connectée. Je l'ai achetée parce que je craignais de faire de l'apnée du sommeil. Alors, je ne fais pas d'apnée du sommeil, mais par contre, ça a détecté que je faisais de la fibrillation auriculaire à peu près 3 à 4 fois par an. Donc, sans la montre, je ne m'en serais jamais aperçu, jusqu'au jour où, il y a 4-5 mois, en week-end de rando, ça a duré toute la matinée, j'étais essoufflé, je n'arrivais pas à voyager, à randonner. Et donc, je voulais témoigner de ça. Très bien. Après, je suis venu avec mes enregistrements électrocardiogrammes, et puis on a fait ce qu'il fallait. Merci pour ce témoignage, monsieur. Madame ? Oui, bon. Ici. On vous écoute. Vous m'entendez ? Oui. Alors, c'est aussi un témoignage parce que là, je vois robot aidant, très court. La médecine a sauvé un de mes enfants, j'ai 3 enfants. Je vous entends parler de, oui, la position des aidants. Aujourd'hui, force est de constater que l'autonomie de mes parents, l'autonomie de mon enfant, je l'ai portée, que la réalité, si j'avais été un robot, on pourrait me mettre hors service, mais que la société ne me permet pas, malgré un travail de fourmi, d'avoir un emploi décent qui me permet d'avoir ma propre autonomie et ne pas peser sur mes enfants. Merci. Donc j'espère effectivement, et je me mets disponible si vous avez besoin de père aidance concernant les aidants. Merci pour ce témoignage qui est très important. Yann, d'ailleurs, Oui, merci d'avoir soulevé le sujet. Introduction, parce qu'on en parle aujourd'hui, on très peu. prenait conscience de ce sujet qui est extrêmement important
et qui concerne beaucoup de monde dans la population et qui va concerner d'autant plus de personnes qu'on a évidemment une population vieillissante, moins de naissances et davantage de maladies chroniques. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, on vous écoute, monsieur. Bonjour, moi, j'ai une question, une vraie question. Et c'est en fait le contraire de la position de la madame. Et je voudrais soulever deux problèmes additionnels en addition du vieillissement. La solitude et la concentration excessive de la richesse, de cet stratum démographique qu'on parle maintenant. Donc on a trois problèmes qui sont énormes, chacun en soi-même. Mais je me demande si à vos services, vous considérez des réponses holistiques, je dirais, à ces trois problèmes qui sont possibles à travers des mesures peut-être des impôts, en fait, mesures fiscales ou mesures comment ça s'appelle, encouragement de la société afin d'avoir, par exemple, une cohabitation entre des personnes vieilles et plus jeunes qui pourraient s'en occuper en fait. Merci. Il y a un montant de solutions et je soulève le problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez totalement raison. C'est vrai que l'isolement, notamment dans l'avancée en âge, est un vrai fléau, hein, parce qu'on sait que ça impacte terriblement ce qu'on appelle les trajectoires de santé des personnes vieillissantes, hein, à la fois sur les aspects évidemment somatiques, de bien-être psychique, avec les risques de dépression qui sont massifs. Enfin bref, tout se débobine à partir de cet isolement. Donc c'est capital. Après, sur tout ce que vous disiez sur à la fois la concentration des richesses, enfin, il y a des vrais risques, hein, y compris d'ailleurs de tensions intergénérationnelles, hein, dans les années qui viennent. On les sent, je trouve, sur un plan très sociétal. Mais là, pour le coup, je dirais presque que c'est j'espère que ce seront des sujets évoqués dans la seule campagne d'élection qui compte vraiment dans notre pays, qui est la campagne présidentielle. Parce que pour moi, c'est un vrai sujet, là, pour le coup, dans ce cadre de transition démographique d'une campagne présidentielle, je trouve. Et vous avez totalement raison. Merci beaucoup. Alors, il nous reste moins d'une minute, mais nous allons prendre une dernière question. On vous écoute. Oui, bonsoir. Je voulais simplement, tout à l'heure, vous avez évoqué quels étaient les blocages qu'il y avait pour la mise en place des systèmes de communication, finalement, qui sont liés à la fois au matériel chez les personnes et en même temps dans les prestataires médicaux. Je pense qu'il y a déjà un premier blocage. Alors, à mon sens, on est dans une situation un petit peu intermédiaire générationnelle qui fait que un certain nombre de personnes, on va dire de moins de 80 ans, sont relativement bien informés sur les moyens informatiques et sur les systèmes, le fonctionnement des systèmes. Par contre, des personnes encore plus âgées qui sont potentiellement, normalement, destinées à recevoir ces aides diverses, ne le sont guère. Et quand je dis qu'elles sont guère, elles sont même extrêmement faibles. Et je pense qu'il y a un premier moyen de peut-être débloquer les situations au gré, effectivement, de l'accord des différentes personnes concernées, qui serait de faire une communication plus efficace, parce que finalement, dans le corps médical, il y a très peu de communication, et je dirais même qu'il y a des prestataires médicaux qui sont arrivés dans les systèmes, j'allais dire, modernes très récemment, et chez les médecins généralistes, qui est la première clé finalement, qu'il y a une communication efficace pour dire voilà ce qui peut être mis à disposition pour que ça fasse moins peur déjà, parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de réticence qui est installée et qui subsistera encore longtemps. Et un moyen de débloquer, c'est d'avoir une vraie politique, cette fois-ci, de communication pour permettre ces systèmes. On va demander, je ne sais pas l'un ou l'autre, si vous voulez réagir. C'était plus un témoignage à ce sujet, peut-être de la fracture numérique, même si le terme est un peu fort pour les très âgés, et qui ont peut-être besoin d'autres communications. Je vais répondre en quelques secondes, parce que ça me permet d'évoquer ce qu'on va lancer à Nice, hein, le CHU, l'université, qui est une grande cohorte. On travaille déjà là-dessus, hein, pour tout vous dire, mais on va vraiment faire un grand lancement en public de plus de 30 000 azuréens qui vont pouvoir bénéficier à partir de l'âge de 55 ans à la fois d'une caractérisation pour affiner leurs besoins en prévention, et avec derrière des interventions de prévention dans tous les champs, hein, de l'activité physique en passant par la qualité du sommeil, la gestion des émotions, la stimulation cognitive. Enfin, ça va être, vous allez voir, ça va être, j'espère que beaucoup d'entre vous pourront y participer.
pour nous donner aussi plus d'armes, plus d'outils pour comprendre qu'est-ce qui est efficace en termes de stratégie de prévention. Et dans ce contexte-là, nous travaillons avec des associations qui s'appellent We Take Care et Emmaüs Connect. C'est des associations qui travaillent surtout pour l'État, initialement pour l'accès aux droits des plus précaires, en digitalisant, en leur permettant de comprendre le monde digital. Et en fait, ils ont été extrêmement intéressés sur nos sujets à nous pour la digitalisation de l'accès à la santé et aussi à ces modules de prévention, parce qu'une grosse partie seront médiés par le digital. On ne pourra pas voir tout le monde en vrai. Donc évidemment, et vous voyez, ce que vous dites, c'est-à-dire que les plus de 80 ans, c'est plus compliqué, et ben en vrai, sur des populations de plus de 80 ans, plutôt plus précaires socialement et plus isolées, et ben quand il y a du savoir-faire avec ces associations-là, la digitalisation, pardonnez-moi du mot, elle marche très bien, et du coup, puisqu'ils comprennent l'intérêt qu'ils ont à utiliser les produits, solutions et services du digital, ils y arrivent très bien. Merci beaucoup. Mais ça nécessite de la formation. On vous applaudit parce que c'était passionnant une nouvelle fois.